La politique avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, c'est maintenant le grand oral alors c'est maintenant, ça exactement. Ouais. Vous avez rendez-vous tous les lundis matin pour le lundi après-midi pour le grand oral. Alexis, vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ. Tous les médias américains consacrent la une de leur site aujourd'hui aux coulisses maintenant de la décision de Donald Trump de frapper 3 sites nucléaires iraniens dans la nuit de samedi à dimanche. Frappe historique contre Fordo, Natanz et Ispahan. Est-ce que Alexis, vous parleriez, comme certains spécialistes, le terme fait débat, de métamorphose de Donald Trump sur la question? On comprend très bien que ce terme soit utilisé. La métamorphose, c'est la transformation subite et non prévue. Effectivement, on pouvait avoir le sentiment, je vais le résumer avec vous, comme tous ces commentateurs, on pouvait avoir le sentiment, et beaucoup sont allés très très loin peut-être dans l'espace français, qu'il y avait avec Trump, en raison de la diplomatie dite transactionnelle, non seulement quelque chose d'absolument imprévisible, mais surtout un indifférentisme moral, c'est-à-dire l'idée qu'au fond tous les régimes se valaient, cette vieille idée, vous savez que Raymond Aron en son temps pendant la guerre froide avait combattu contre un certain nombre de stratèges américains qui étaient ses collègues, je vous avais parlé longuement de Hans Morgenthau, et on avait l'impression que Trump et son entourage politique depuis la rentrée de 2024, depuis novembre 2024, étaient les nouveaux Morgenthau, c'est-à-dire qu'au fond ils disaient on négocie avec les uns les autres, on s'en fiche des régimes, on s'en fiche des atteintes aux droits de l'homme, ça n'a aucune importance, on avance, c'était un peu le cap de cette diplomatie dite transactionnelle. Et donc à cette aune, nous pouvions aussi avoir la crainte, dans le monde juif globalisé, dans la global Jewishness, qu'il y ait à terme des trahisons d'Israël. Et d'ailleurs, si on revient sur les dossiers les plus récents, on a pu avoir le sentiment que l'annonce devant Benjamin Netanyahou d'une négociation directe avec l'Iran il y a 2 mois, les négociations avec aussi de canaux directs avec le Hamas. Avec le Hamas, sur les Houthis, etc. On avait le sentiment qu'au fond, Trump ne s'embarrassait pas, beaucoup de précautions à l'égard de ses alliés et de ses amis, et c'est évidemment valable aussi en grande partie. Mais ça, c'était jusqu'à samedi soir. Oui, mais surtout, je ne dirais pas métamorphose. Parce que justement, la métamorphose, ça serait l'idée qu'il a changé de pied du tout au tout. En réalité, c'est pas ça. La politique, vous savez, c'est la priorisation des menaces. Et donc, je crois qu'à ce titre, je suis pas du tout son avocat commis d'office, mais je crois qu'à ce titre, il y a eu, au fond, une lumière qui s'est allumée dans la tête, non pas seulement du président, mais de tous les hommes qui l'entourent, de Marco Rubio, etc., et qui le conseillent, sur la menace létale, existentielle, comme on dit aujourd'hui, le mot est très employé, du nucléaire iranien. Et sur le refus très ferme des Iraniens de céder sur la question de l'enrichissement de l'uranium sur leur territoire. Je pense que ce qu'on appelle la métamorphose n'est pas une métamorphose au sens psychologique d'un homme qui serait passé du cynisme à comment dire, à la passion pour le bien. Vous voyez, pour le dire autrement, Trump n'est pas devenu un Baal Teshuvah du jour au lendemain. C'est le résultat d'une analyse assez froide de la dynamique des négociations. Il n'a pas fait pénitence, je ne le crois pas. En revanche, effectivement, je pense que dans son entourage, la Maison-Blanche se sont rendus compte que la négociation avec Téhéran, en raison de ce qu'est ce régime, précisément, donc ça donne tort à leur indifférentisme d'avant, en raison de ce qu'est ce régime, cette négociation risquait de ressembler à ce que, en son temps, dans un autre domaine, le grand philosophe Martin Heidegger avait appelé des chemins qui ne mènent nulle part. C'est ça la raison, si vous voulez, du changement de cap et du déclenchement de l'opération Midnight Hammer. C'est la raison principale, disons. Alexis, face aux menaces de riposte iranienne, comment est-ce que l'administration Trump peut éviter de replonger l'Amérique dans une guerre qui est le cauchemar d'une partie importante de l'électorat MAGA? Moi, je ne le sais pas, car personne ne le sait. Car personne ne sait ce que vont être ces éventuelles ripostes. Personne ne sait non plus, d'ailleurs, si le régime iranien conserve, au lendemain des interventions israélo-américaines, la moindre capacité de riposte réelle. Ça, on peut ne pas en douter quand même, Alexis. Je suis d'accord. Bon, mais alors, aujourd'hui, effectivement, je pense que face à cette menace, qu'il ne faut pas sous-estimer, vous avez raison, elle reste extrêmement substantielle. Quel est le point fort ? C'est qu'effectivement, nous n'avons plus une Amérique qui a pu donner le sentiment de retirer le tapis sous les pieds de Benjamin Netanyahou sur un certain nombre de dossiers. Rien que cela, dans une épreuve de volonté, alors je ne vous réponds pas sur le plan technique, vous voyez bien, mais dans une épreuve de volonté, une guerre ou un conflit, disons, c'est toujours une épreuve de volonté au sens que Raymond Aron en son temps avait donné à ce terme. Dans une épreuve de volonté, ça c'est un avantage comparatif majeur. Il y a de ce point de vue-là, même s'il y a évidemment des voix qui se font entendre et qui appellent à la désescalade, mais il y a de ce point de vue-là, il me semble, aujourd'hui, vous voyez, quand on regarde le planisphère et l'Occident globalisé, il y a une voix relativement unifiée de l'Occident globalisé
Et ne l'oublions pas, de tous ses alliés dans le monde arabe qui en réalité souhaitent qu'on parvienne à ce premier but de guerre, le premier but de guerre affiché, qui est le but le plus sérieux d'ailleurs, qui est le désarmement nucléaire militaire du régime iranien. Je ne vous parle pas de la chute du régime parce que c'est en fait un deuxième but qui est d'une certaine manière moins important dans l'immédiat en tout cas. Parlons à présent, Alexis, de la France et de l'Europe. La France s'est dit préoccupée hier par les frappes américaines contre l'Iran, et ce par la voix de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie française, estime aujourd'hui, on l'a écouté il y a quelques instants dans le journal, il estime pour autant, je le cite, que le programme nucléaire iranien constitue un risque existentiel pour Israël, pour la région, mais aussi, et je souligne, pour la France et l'Europe. Diriez-vous, Alexis, que la France et plus largement l'Union européenne se retrouvent un peu dans l'embarras aujourd'hui, manquant de cohérence peut-être et de levier d'action? Alors, l'embarras, ça c'est certain, mais sur le fond, là pour le coup, vous voyez, on peut le critiquer. Ce que dit Barrot n'est pas faux. C'est-à-dire, d'un côté, l'escalade, bon, évidemment, ne serait pas souhaitable, ça serait une conflagration régionale, on ne peut pas lui donner totalement tort sur ce plan-là. Mais par ailleurs, ce qu'il dit, alors là c'est sur le plan militaire, aujourd'hui, ce régime de mort, ce régime thanatocratique, cette espèce de behémoth de la mort, qui est devenu le régime iranien dans sa fuite en avant, qui n'est pas d'ailleurs sans ressemblance, de ce point de vue-là, avec ce que fut l'Allemagne nazie, le Troisième Reich, ce régime-là n'a aucune limite dans l'exercice de ses représailles. Il ne faut pas se leurrer, il n'a aucune limite. Or, vous le savez, mieux que quiconque, mieux que moi en tout cas, vous êtes plus expert de la chose géopolitique et militaire que moi, ils ont des capacités balistiques qui ont augmenté considérablement ces dernières années. Ils sont en capacité, visiblement, de frapper une partie de l'Europe. Probablement pas l'Europe de l'arc atlantique, mais une partie de l'Europe. Vous voyez, sans compter la menace terroriste, que connaît bien la France. Alors, justement, j'allais y venir. Mais une partie de l'Europe donc, qui est à portée des missiles, on va dire toute l'Europe centrale, de l'Est, la République tchèque, la Pologne, la Roumanie, etc. Mais vous avez absolument raison, et là, nous rejoignons une réflexion profonde de notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui le disait la semaine dernière. Il y a aujourd'hui une stratégie qui avait été théorisée, vous le savez, par Al-Souri, l'idéologue du djihadisme de la troisième génération, qui consiste, pour l'Iran, qui est vraiment le bastion, qui est le QG de la terreur islamiste sur la planète, qui consiste à recruter des petits proxys, souvent des petits bandits d'ailleurs du narcotrafic, pour les inciter à commettre des méfaits, voire des attentats sur le sol européen. Donc c'est une menace qui aujourd'hui ne peut pas être négligée dans le cadre de la confrontation globale avec ce régime de mort et de dévastation. Alexis, est-ce qu'il est très significatif que les Européens n'aient pas été avertis samedi soir ou dimanche matin très tôt par les Américains ou par les Israéliens des frappes? Je suis, vous savez, toujours mesuré parce que l'Europe bashing se porte très bien à Washington. On en sait quelque chose. Depuis d'ailleurs, ça date pas de Trump, ça date de votre ami, c'est pas votre faute, mais Henry Kissinger. Vous savez, il disait l'Europe. Je ne sais pas, mais l'Europe, quel numéro de téléphone? C'était déjà une manière de dire bon, ce vouloir vivre, ce vouloir être européen en commun, cette communauté de destin, c'est Schicksalsgemeinschaft, comme disent les Allemands, demeure sur le plan politique, de l'incarnation politique, un sujet encore non identifié. Et donc les Américains, je crois, pensent aujourd'hui cela. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pas tort sur les années qui viennent. Parce que quand on voit les convergences actuelles entre Starmer, Meloni, Merz et Macron sur la ministre britannique, alors vous avez raison, britannique, italien, allemand et français, sur la nécessité de se doter d'une Europe de la défense, ils vont peut-être être surpris dans les années qui viennent. Mais en attendant, sur cette crise iranienne, la diplomatie européenne n'a pas eu d'effet. Pour l'heure, je suis d'accord avec vous. Effectivement, si on analyse à la Frédéric Ancel, si vous voulez, les stricts rapports de force présents, on est obligé de constater que dans cette crise-là, l'Europe est en grande partie bypassée, si vous m'autorisez cet anglicisme. Quelle en est sa responsabilité ? Alors, la responsabilité de l'Europe ne me semble pas, si vous voulez, primordiale en réalité. C'est qu'il faudrait probablement des instances représentatives qui soient au-dessus des États pour qu'il y ait une voix unique qui s'élève. Et par ailleurs, alors là, nous revenons à l'aspect de diplomatie transactionnelle de Trump. Vous l'aurez pas. C'est pas parce qu'ils sont, entre guillemets, sympas avec Israël maintenant qu'ils sont sympas avec les alliés occidentaux. Ils l'ont montré. Ils écrasent. Mais Alexis, attendez, laissez-moi finir ma phrase. Structurellement, regardez M. Vance, la brutalité de M. Vance, ils écrasent... Vice-président américain. Voilà, ils écrasent les chaussures de tous leurs alliés américains. Et quand ils font venir Mme Meloni, qu'ils aiment bien, parce qu'elle est la plus atlantiste de tous, ils la reçoivent... Comment vous dire, un peu comme on reçoit son domestique. Donc de toute façon, c'est une administration
profondément antipathique et européenne. Il se trouve que pour l'instant, c'est un peu mis en sourdine. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous comme chaque lundi dans le Grand Journal. Je rappelle d'abord qu'on peut vous réécouter sur radioj.fr et que vous êtes par ailleurs le directeur de la rédaction d'ActuJ qui sera en kiosque dès mercredi après-midi, dès jeudi. Sur ce sujet, bien sûr, évidemment. Avec un grand dossier pour tout comprendre sur cette guerre en cours entre Israël, l'Iran et désormais les États-Unis. Bon après-midi, Alexis. À vous aussi, à demain, Steve.